Et Noah, je reviens d'une plongée, je voulais voir des poissons de près, mais ils s'éloignent dès qu'on s'approche. Normal, tu leur fais peur. Mais bouger, c'est pas qu'une question de peur. Parfois, ils sont là, ils nagent, puis ils se regroupent, et d'un coup, ils se dispersent. Il y a plein de raisons derrière tout ça. Tu veux dire que leur mouvement dépend de leur environnement? Exactement. Et aussi des contraintes physiques comme les courants ou leur propre anatomie. D'ailleurs, c'est la question principale. Comment et pourquoi le mouvement des poissons est influencé par leur environnement et les contraintes physiques qu'ils ont. Bon allez, suis-moi, dépêche-toi et ça va être génial. Attendez, avant de commencer nos expériences, petit cours express. Les poissons sont d'excellents nageurs, et cela grâce à leur anatomie. Il existe ainsi plusieurs types de nage. Certains vont onduler leur corps, et d'autres vont principalement utiliser leurs nageoires, comme c'est le cas des poissons que nous avons choisis. Le rôle des nageoires est tout aussi essentiel. Commençons par la nageoire caudale, celle qui correspond à la queue. Cette dernière est la principale source de propulsion. En se balançant de la gauche à la droite, elle repousse l'eau vers l'arrière, permettant aux poissons de se propulser vers l'avant. Les nageoires pectorales et pelviennes, elles, sont utilisées pour la direction et l'équilibre. Elles permettent aux poissons de s'orienter et d'ajuster sa position dans l'eau. Par la suite, nous avons les nageoires dorsales et anales. Leur rôle est de stabiliser le poisson, empêchant tout mouvement involontaire de basculement. Et pour finir, nous avons la vessie natatoire qui est un organe interne rempli de gaz permettant de contrôler la flottabilité du poisson, lui évitant de couler et de devoir nager en permanence pour rester en suspension dans l'eau. Mais pourquoi nage-t-il? Eh bien, ce n'est pas juste pour se déplacer, ils nagent pour fuir un prédateur, chercher la nourriture, protéger leurs petits ou encore migrer vers des lieux favorables à leur croissance ou à la reproduction. La nage est ainsi essentielle à leur survie. Pour ces expériences, nous aurons besoin d'un aquarium rempli d'eau avec un volume d'environ 6 litres, de 2 bulleurs, d'un tilapia, de 4 guppies, de la nourriture, d'une épuisette, d'un thermomètre, d'un bécher et une feuille quadrillée avec des carreaux de 3 cm. Tout d'abord, commençons par la mise en place des poissons afin de leur reproduire un habitat adéquat. Tout d'abord, la température. Le premier jour, lorsque seul le tilapia était présent dans l'aquarium, la température de l'eau était à 29 degrés. Après l'introduction des autres poissons, elle a diminué pour se stabiliser entre 25 et 26 degrés. L'aquarium était oxygéné en permanence grâce à des bulleurs et les poissons étaient nourris quotidiennement. Pour maintenir une bonne qualité de l'eau, celle-ci a été changée chaque jour afin d'éliminer les déchets produits par les poissons et les résidus alimentaires. Regardez ce poisson tout seul, il bouge peu, mange moins. Triste, non? Mais quand on lui ajoute des compagnons... Bam! Il redevient actif. Comme quoi le groupe joue un rôle essentiel même chez les poissons. Maintenant, voyons comment nos petits guppies réagissent face à un prédateur potentiel par sa taille, un tilapia. Au début, ils restent en petits groupes bien séparés, méfiants. Mais avec le temps, ils finissent par se mélanger, une belle adaptation face au danger. Des recherches menées par l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris sur les poissons zèbres ont montré qu'un groupe de 3 individus suffit à adopter un comportement collectif similaire à celui d'un banc. Pour notre dernière expérience, nous avons coupé une partie de la nageoire des poissons. Nous verrons ainsi que la femelle a eu plus de mal à nager que le mâle, car en effet, en coupant presque la totalité de sa nageoire caudale, la vessie natatoire a dû être endommagée, entraînant une flottaison anormale du poisson. Avant la coupe, le tilapia et les guppies nageaient à environ 1,6 cm par seconde. Après la coupe de la nageoire pelvienne pour le tilapia et des nageoires caudales pour les guppies, la vitesse a diminué légèrement chez le tilapia et considérablement chez les guppies, avec un impact plus marqué chez la femelle guppy. Une semaine plus tard, le tilapia avait retrouvé sa vitesse normale, tandis que les guppies montraient une amélioration progressive. Cependant, leur décès après une semaine a interrompu l'expérience. Malheureusement, durant notre expérience, 2 poissons sont morts. L'un a été mangé par le tilapia au bout de 7 jours, car en effet ce dernier est un carnivore et un prédateur. L'autre est mort quelques jours plus tard, cependant les causes de sa mort restent encore inconnues. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous, stress, attaque ou encore la qualité de l'eau. Nous allons ainsi nous intéresser à notre hypothèse en analysant la qualité de notre eau grâce à des bandelettes destinées à la piscine qui pourront nous donner des indications sur certains paramètres de notre eau, de notre aquarium. Le pH idéal pour un aquarium varie entre 6,5 et 7,5. Le nôtre est d'environ 7,2. Ensuite, l'aquarium ne doit pas contenir de chlore, comme c'est le cas de notre aquarium. Enfin, en aquarophilie, la qualité totale est proche du KH, du carbonate. C'est une valeur entre 40 et 120 ppm qui est généralement adaptée pour les aquariums d'eau douce. Le nôtre est entre 40 et 80 ppm. Cependant, les bandelettes de piscine ne mesurent pas directement le GH, dureté générale. C'est un paramètre important pour les poissons et invertébrés. C'est ainsi un paramètre qui pourrait peut-être être à l'origine de la mort de nos poissons. Cette expérience nous a fait prendre conscience des limites de l'expérimentation sur les êtres vivants. Par éthique, nous avons décidé de ne pas la reproduire, cependant nous avons veillé à choisir des espèces non menacées. Observer la cicatrisation et accompagner les poissons dans leur établissement était notre objectif, mais leur décès nous souligne les limites de notre approche. Chaque vie mérite respect et précaution, et dans cette étude, cela met en lumière les responsabilités que nous avons envers les êtres vivants, même dans un cadre scientifique.